beaucoup de gens croient encore que c'est finalement le réchauffement climatique le problème. Et que si on trouve une énergie propre, tout va bien. C'est faux! La 6e extinction majeure dans laquelle nous nous trouvons n'est pas due au réchauffement climatique. Elle le sera dans le futur, mais elle ne l'est pas à l'heure actuelle. C'est notre colonialisme de l'espace, le premier problème aujourd'hui. C'est le fait qu'on a réifié la vie et le fait que notre propension à envahir tout ce qui peut l'être est illimitée. Donc il faut comprendre toute la subtilité du problème. Ceci étant dit, le nouveau récit, il faut l'écrire collectivement. Moi, d'un mot, je dirais que il faut être poète. Parce que être poète, c'est non seulement connaître la grammaire, connaître la syntaxe, c'est se soumettre aux impératifs de la langue et en même temps s'autoriser à chaque strophe une déconstruction radicale de tout ce que l'on croyait définitivement acquis. Il faut spécifier que ce que j'appelle poésie, c'est tout sauf une sorte de rêve doucereux et esthétisant. La poésie, c'est un combat. C'est un combat contre le réel, c'est un combat contre l'inertie, c'est un combat contre l'évidence, c'est un combat contre toutes les structures d'oppression. La poésie, c'est d'abord et avant tout la précision. La poésie, c'est le sérieux. Et la poésie, c'est, une fois que la connaissance est acquise, le droit, si ce n'est le devoir, à tout questionner, à tout remettre en cause. Et c'est pas par hasard que je cite Jean Genet, parce que Jean Genet est intrinsèquement, fondamentalement et définitivement subversif. Oui, à l'époque, il était sulfureux parce qu'il écrivait de la pornographie homosexuelle. Bon, aujourd'hui, ça pose plus aucun problème. Mais si vous lisez vraiment Genet aujourd'hui, vous serez tous choqués, parce que c'est quelqu'un qui a fondamentalement décidé qu'il était intrinsèquement, ontologiquement non récupérable par aucune structure dominante. Genet, c'est l'apôtre de la trahison. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. Trahir. Trahir quoi? Pas l'amitié, pas la parole donnée, pas l'amour promis. C'est trahir l'héritage. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ce dont je suis sûr, à peu près, c'est qu'aujourd'hui, la plus grande violence, la métaviolence, ce qu'on pourrait appeler cette espèce d'hyper-terrorisme, c'est de continuer comme si de rien n'était. Ça, c'est certain. Nous sommes dans un monde qui est en train de mourir. Ça, c'est factuel. C'est pas une croyance, c'est pas un sentiment, c'est pas une projection sur l'avenir, c'est une analyse rationnelle des données scientifiques disponibles. Donc, la seule métaviolence inacceptable, c'est de continuer comme si de rien n'était. C'est de faire la 5G, la nouvelle génération de téléphonie mobile, comme s'il ne fallait même pas en débattre, alors qu'elle multiplie par 3 la consommation dans un monde où les économies devraient être notre obsession, alors qu'elle va générer 1 milliard de nouveaux terminaux mobiles qui chacun demandent plusieurs centaines de fois leur poids en matériaux, bien souvent d'ailleurs extraits par des gamins en Afrique, alors qu'elle va augmenter les problèmes de cybersécurité, les problèmes d'addiction, les problèmes de fracture numérique, et ne pas en débattre. C'est ça aujourd'hui la métaviolence. C'est faire comme si le continuer sur les rails que nous avons érigés était inévitable. Jusqu'où faut-il aller pour s'opposer à cette folie ? Je n'en sais rien. Je crois que chacun doit se battre avec ses armes. Moi, je ne vais pas prendre la Kalachnikov, parce que d'abord, j'en ai pas dans mon placard et je pense que je serais capable de me tirer dans le pied. Je ne suis pas très à l'aise avec ce genre de choses. Mais le fait est que il va falloir être un peu sérieux pour le bien commun. Voilà. Actuellement, nous sommes dans une spirale mortifère dont les conséquences sont dévastatrices à un point qui n'est même pas imaginable. Et les politologues, les spécialistes de l'histoire nous montrent que pour qu'il y ait révolution, il faut non seulement un assentiment populaire, mais il faut aussi que quelque chose empêche le système de fonctionner. Vous savez, aujourd'hui, nos chefs d'État recourent à la pensée magique, mais la poésie en moins. Il y a une belle pensée magique, qui est une pensée un peu chamanique. Non, eux, c'est la pensée magique, la poésie en moins. Donc, ils croient que parler du climat résout le problème du climat. La corrélation entre les COP et les émissions de CO2 est nulle. Les émissions croissent linéairement, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas. Ils pensent également qu'on va pouvoir découpler le PIB
de l'impact environnemental. Mais c'est une pensée magique, ça. C'est croire au Père Noël. Toutes les données factuelles nous montrent le contraire. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que la pire violence de ce temps est l'état systémique contemporain. Que faut-il faire pour s'y opposer? Moi, je l'ai dit de façon un peu pompeuse et donc un peu ridicule une fois. J'avais parlé d'activisme multifractal. Bon, j'ai un peu honte de ce mot, mais ce que je voulais dire au-delà du ridicule de l'expression, c'est que chacun doit utiliser ses armes. Bon, moi, je suis un prof de fac, donc j'utilise mes armes de prof de fac, je parle. Mais ça suffit pas. Le fait est que ça ne suffit pas. Et quand on me dit que les militants d'Extinction Rébellion ou d'autres organisations de ce type sont des extrémistes, c'est une blague. Les extrémistes aujourd'hui, ce sont les dirigeants du MEDEF qui essayent de revenir sur les normes environnementales alors même qu'elles sont déjà dérisoires. Dérisoires. Voilà, il ne faut pas se tromper d'ennemis, il ne faut pas se tromper d'extrémisme. Il est vrai que si tous les efforts que nous appelons de nos vœux ne servent qu'à sauver le monde tel qu'il est aujourd'hui, ça vaut pas le coup. Le monde va mal. Indépendamment même de la crise écologique, un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes aujourd'hui. On estime que le néocolonialisme a fait vraisemblablement 60 millions de morts depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc même sans la moindre crise écologique, le monde irait mal. Si on se bat pour sauver ça, alors ne prenons pas les armes. Je crois qu'il ne faut pas sauver l'engrenage systémique tel qu'il est. Tout l'enjeu, c'est d'oser laisser s'effondrer cette folie suicidaire, mais quand même de ne pas tuer la vie. Parce que si plus personne n'est là ou que plus grand monde n'est là, l'effondrement sera triste. Ça, vous savez, il y a une tendance chez certains collapsos à se dire après tout, on est tellement cons, on l'aura bien mérité, notre effondrement, et hop. Oui, mais sauf qu'on va emporter dans notre chute des millions de milliards d'êtres vivants sensibles qui n'ont rien demandé, des milliards d'êtres humains qui n'ont rien demandé non plus, parce que je vous assure que c'est pas au fin fond de l'Afrique, même s'il y a une démographie galopante, que se joue le problème contemporain. Et donc tous ces otages vont nous suivre dans les pires souffrances. Et donc, même si cela induit en effet le renouveau nécessaire, il aura quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, un goût amer. J'ai des étudiants qui m'ont demandé, mais écoutez, si vous avez raison, bon, il se trouve que j'ai raison, si les choses vont mal se passer, parce que ça va mal se passer, hein. C'est mécanique, croyez-moi. Ça a déjà commencé. Hein. À quoi bon vivre? Et je leur ai répondu que j'avais lu un jour, d'un auteur inconnu, l'histoire d'un déporté dans un camp de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale qui était tombé amoureux. Et ça m'a fait un effet extraordinaire. Je me suis dit, même dans le pire endroit du monde, il y a eu les pires atrocités, ça on le sait, mais il y a eu aussi quelques histoires d'amour. Et en fait, pour moi, ça veut tout dire, ça. Ça veut dire que même quand ça va infiniment mal, il y a encore des épiphanies de beauté possibles. Et donc je comprends ceux qui ne veulent pas d'enfants, mais je comprends aussi ceux qui veulent des enfants. Parce que vivre, c'est un pari, en fait. Et faire un enfant, c'est un pari. Et je crois qu'on a encore le droit de le faire. Je suis très favorable à l'existence d'un droit environnemental, mais je ne crois pas que ça résoudrait le problème. C'est plus profond que ça, en fait. C'est, là encore, un travail taxinomique, c'est-à-dire de catégorisation à faire sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Beaucoup de choses sont interdites. Énormément de choses sont interdites. Le code civil, c'est énorme. Le droit du travail, c'est énorme. Le code pénal, c'est énorme. Le droit des entreprises, c'est énorme. Donc il y a énormément de règles dans notre société. Je crois que la plupart d'entre elles sont légitimes. Je ne suis pas spécialiste. Je suppose qu'elles sont là pour de bonnes raisons. Le droit de nos enfants à continuer à vivre n'est garanti par aucune loi. Et dès que vous tentez de mettre en avant le fait que la capacité de cette planète à demeurer habitable est peut-être un peu plus sérieuse que le droit à rouler en centre-ville en 4x4, je ne sais pas s'il faut dire les méchants, on va dire les idiots, c'est un peu la même chose en l'occurrence, agitent le spectre de la dictature verte et vous disent « la liberté, ce n'est pas négociable ». Un jour, un des responsables de l'aéronautique mondiale me disait la main sur le cœur, je crois qu'il sanglotait, peut-être qu'il pleurait un peu, « je veux un monde où ma fille a le droit de prendre l'avion autant qu'elle le veut ». Et je lui ai répondu « oui,
mais si ta fille est morte, ça lui servira pas. Donc, il va falloir qu'on priorise un petit peu ce qui a du sens. Et c'est ça la question. Moi, je veux bien qu'on défende le droit à l'image, par exemple, par des lois. Enfin, personne n'est mort de ce que son image soit un peu ternie. Je suis bien placé pour le savoir. Donc, on protège de futilité. Mais le droit fondamental qui est celui de continuer à vivre, le droit de pouvoir sortir de chez soi sur une planète où nous n'aurons pas des canicules de 40 jours qui mettront notre vie physique en danger. Parce que quand la température extérieure dépasse la température homéostatique du corps humain, nous ne fonctionnons pas en climatisation. On ne fonctionne pas durablement en mode climatisation. La biologie ne nous a pas adaptés à ça. Donc pour le dire simplement, quand on va mourir en sortant de chez soi, parce que ça ne va pas durer une journée, mais d'après les études récentes, environ 74% de la population mondiale sera soumise à des canicules potentiellement mortelles à la fin du siècle. On ne parle pas de l'inconfort des étés grenoblois un peu désagréables là, hein. On parle de choses sérieuses. Ça, c'est une privation de liberté fondamentale. Si pour ne pas renoncer à la liberté de marcher dans la rue, il faut aujourd'hui renoncer à la liberté de prendre 4 fois dans l'année l'avion quand on en a les moyens, peut-être que ce petit effort devrait être fait. Peut-être qu'il faudrait enfin commencer à en parler sérieusement. C'est drôle, la capacité de l'homme occidental à toujours tout gâcher. J'ai vu il y a peu de temps des rushs de la NASA sur les missions Apollo. Sincèrement, les premières missions sur la Lune, ça avait de la gueule quand même. C'était un vrai défi. Ils improvisaient, ils prenaient des risques. Hein. Vous savez que plusieurs cosmonautes sont morts brûlés vifs pendant les entraînements hein, à la NASA. Il y avait quand même quelque chose d'un peu fort. Et même si le patriotisme exacerbé des Américains était évidemment bien présent, il y avait quand même quelque chose d'un geste pour l'humanité. Dans une grande partie du monde, ça a été reçu comme une espèce d'émancipation globale. Je trouve qu'il y avait un certain panache dans ces missions. Et très vite, les missions suivantes ont déjà changé de tonalité. La solennité, la sacralité, la grâce qu'il y avait quand Armstrong a marché sur la Lune était perdue. On recommençait un peu à avoir des cow-boys, des mangeurs de chewing-gum. Et vous savez, avec les rovers, là, les voitures martiennes, j'ai vu ces images, ils commençaient à faire des dérapages comme ça. Ils pouvaient pas s'empêcher quand même. Oh, on fait un petit dérapage, on fout de la poussière partout. Et ça y est, c'était devenu moche. Notre colonialisme avait repris le dessus. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous avez vu SpaceX. SpaceX est une société privée aux mains d'un bandit, Elon Musk. Vous savez, c'est cet homme charmant qui considère que le langage est obsolète, hein, qui veut nous implanter des électrodes pour qu'on n'ait même plus besoin de parler, qui ne veut surtout pas que ses salariés s'arrêtent de travailler même en pleine pandémie, parce que quand même, on va pas perdre quelques mois de profit. Elon Musk qui macule actuellement le ciel avec un projet de plus de 40 000 satellites qui rendra presque impossible l'astronomie de précision digne de ce nom. Autrement dit, le ciel est aux mains d'une société privée. Nous perdons même cette solennité du ciel nocturne. C'est complètement dingue. Elon Musk qui arrive à se faire passer pour écolo en commercialisant des voitures évidemment très polluantes, parce que ne pensez pas que fût-elle à propulsion électrique, c'est dans une voiture de 2 tonnes que vous vous comportez de façon raisonnable. Elon Musk qui est en train de mettre sur pied un projet de transport d'armes de n'importe quel point du monde à n'importe quel autre le plus rapidement possible. Elon Musk qui menace de coup d'État les présidents qui ne se soumettent pas à sa volonté hégémonique économique. Bref, ce terroriste en col blanc a effectivement des velléités spatiales qui sont emblématiques de ce temps. Vous savez, je crois que les fusées aujourd'hui, ce sont les espèces de symboles phalliques de notre déliquescence. D'un point de vue technique, c'est un énorme retour en arrière, hein, ce qu'il fait et ce que la NASA savait faire essentiellement depuis 40 ans, à quelques détails près. Et de quoi, en fait, est-on émerveillé? On est émerveillé qu'il s'agisse de quelque chose mis au point par une société à but lucratif. C'est ça la grande nouveauté. Techniquement, c'est nul. La seule grande nouveauté, c'est qu'on le fait pour du fric et non plus pour l'histoire commune. Tous les regards devraient être tournés vers la Terre. Les gugus aujourd'hui qui s'amusent avec leurs fusées alors qu'on est en train de détruire les conditions d'habitabilité de notre planète, je trouve que c'est obscène. Ça ne m'intéresse pas du tout.
Je comprends même pas pourquoi est-ce qu'on ouvre ou presque le journal de 20 heures sur le décollage d'une fusée qui va servir à mettre essentiellement en orbite des satellites commerciaux qui vont permettre d'enrichir des trusts américains, qui vont permettre de donner accès à Internet en haut débit depuis le fin fond du Sahara, alors qu'aujourd'hui l'accélération du transfert de données est une des causes de l'augmentation d'émissions de CO2 sur Terre. C'est juste triste cette affaire. On pourrait éventuellement le mentionner dans les faits divers parmi les actes de délinquance. Mais parvenir à s'en émerveiller, c'est avoir tronqué le réel à un point hallucinant, alors même que nous n'avons pas commencé à comprendre la beauté de la vie sur Terre. C'est l'éthologie, par exemple, l'étude des comportements animaux. Ça n'existe presque plus. Il y a extrêmement peu de chercheurs en éthologie. Et dès qu'ils s'intéressent à une espèce, ils découvrent des phénomènes merveilleux, incroyable. Et on se dit, mais c'est fou. En fait, cette espèce qu'on croyait bien connaître a ce type de rapport avec tel autre, a développé cette conséquence, a une histoire. On a tellement entendu que l'histoire était le propre de l'homme, etc. Nous n'avons pas commencé à comprendre la vie sur Terre et on s'émerveille devant un bout de métal qu'on envoie à quelques centaines de kilomètres d'altitude, c'est-à-dire nulle part, hein, parce qu'à l'échelle de l'univers, c'est même pas l'approche banlieue, hein, c'est l'épaisseur de la peau d'une orange par rapport à l'orange, ce qu'on appelle la conquête spatiale. Donc c'est ridicule en termes scientifiques, c'est nul en termes techniques et c'est pitoyable en termes axiologiques. Bon, je dois faire mon mea culpa. En tant que cosmologiste, il m'arrive d'utiliser des données scientifiques qui ont été mesurées par des satellites. Bon, donc je ne dis pas que tout ce qui touche à l'espace est intrinsèquement détestable, y compris d'ailleurs pour comprendre la crise écologique et climatique. Il est intéressant d'avoir des données satellites. Donc loin de moi l'idée de condamner toute velléité spatiale a priori. Mais ce que j'aimerais, là encore, c'est qu'on décolonialise notre rapport à l'espace. J'avoue que, au moins en termes symboliques, j'ai une préférence pour le télescope par rapport au vol habité. Si on veut comprendre le monde qui nous entoure, j'adore cette idée de construire un gigantesque miroir qui scrute pendant la nuit le firmament. Firmament, en latin, ça veut dire la fixité, mais en réalité, ce n'est pas si fixe que ça. On y découvre des phénomènes transitoires, on y découvre une sorte de chaos créatif. Ça, je trouve ça beau. Et je trouve ça beaucoup plus beau de se placer dans ce geste d'observation passive plutôt que dans ce geste colonial d'appropriation, de conquête de l'espace. Un peu finalement comme avec la forêt amazonienne. J'adore l'idée qu'on la découvre, mais à la marge quand même, parce que évidemment si on la transforme en un gigantesque Disneyland, on aura vraiment tout perdu. Et peut-être qu'on pourrait avoir ce rapport-là à l'espace, c'est-à-dire un rapport empreint d'humilité, de désappropriation et de réenchantement, parce que je ne sais pas si cette métaphore est bonne, mais elle me traverse à l'instant. C'est un peu comme dans l'amour, finalement. Le vrai amour, c'est pas s'approprier le corps et l'âme de l'autre. C'est une construction duale, une construction qui est primitivement duale. C'est-à-dire, c'est penser le monde à partir de la binarité du couple qu'on forme avec l'autre. Ce que moi j'étudie, c'est soit des trous noirs, soit le Big Bang. C'est tellement loin que, vous savez, même la fusée la plus rapide qui voyagerait pendant 1000 ans, pendant 1 million d'années, serait encore infiniment loin de ce qui m'intéresse. Donc ça changerait rien du tout, en fait, du point de vue scientifique pour moi. Et du point de vue symbolique, non, vraiment, peut-être que je me laisserais tenter, effectivement, pour aller dans certaines zones de cette planète qui sont un peu difficiles d'accès, et sans doute j'aurais un peu honte, parce qu'en même temps, je pense qu'il faudrait mieux les laisser préserver, mais j'aurais sans doute une tentation quand même d'aller d'aller découvrir, parce que c'est vrai que le rapport charnel, quand même, à certaines choses, parfois suscite l'émotion, et c'est tout le paradoxe que vous évoquiez tout à l'heure. Mais vous savez, l'espace, c'est chiant, hein. Il n'y a rien dans l'espace, c'est du vide. Alors que à les marcher, même là dans la banlieue lyonnaise, on découvrirait. Moi, je sais pas. J'ai pourtant un oncle qui est très fort en entomologie, mais à chaque fois que je regarde par terre, je découvre des espèces d'insectes que je connaissais pas en fait. Et je m'en fous un peu de les connaître au sens scientifique. J'ai pas besoin de connaître leur nom latin et de connaître leur place taxinomique comme ça dans l'embranchement du vivant. C'est juste les voir. En fait, ils sont là et je trouve ça beau. Dans l'espace, je m'ennuierais, moi. Et peut-être qu'il faudrait parvenir à observer notre monde avec ces yeux d'enfants émerveillés que nous retrouvons parfois en contemplant les autres mondes. Finalement, le grand malheur des insectes, c'est d'être nés sur Terre. On les écrase, alors que ce sont des civilisations extraordinaires, les insectes. D'un point de vue objectif, nous habitons une planète d'insectes. Nous sommes un épiphénomène sur une planète d'insectes. Et si les insectes étaient sur Mars, mais ça ferait la une de tous les journaux et on dirait mais c'est incroyable, regardez cette autre civilisation.
magnifique, qui est d'une complexité inouïe. Ça pose même des questions philosophiques extraordinaires, les insectes. Par exemple, qu'est-ce que l'individu pour une fourmi? Est-ce que c'est la fourmi ou est-ce que c'est la fourmilière, l'individu? C'est un autre monde dans notre monde que nous n'avons pas commencé à regarder et on se fascine pour une éventuelle bactérie sur Mars. C'est un peu bête. Je crois que si nous avons une chance aujourd'hui, c'est que le rêve de toutes les autres générations, c'est-à-dire finalement refaire le monde, réinventer le monde, vous savez, reset all, reboot du système planète Terre. Ils l'ont rêvé, nous, on le fera, on y passera. Donc, si on fait le pari de la vie, ça veut dire qu'on va devoir le faire. C'est quand même très excitant. L'autre jour, j'ai accepté d'intervenir dans une école de commerce. J'aime bien aller en lieu hostile. Et je leur ai dit, vous avez une chance inouïe finalement. Vos pères, vos grands-pères, vos grands-mères, vos mères n'avaient qu'à gérer les affaires courantes et puis essayer de trouver des astuces pour augmenter un petit peu le PIB. Vous avez un défi, c'est créer un monde gai où le PIB doit essentiellement baisser de 5% par an, sinon c'est foutu. Et c'est vrai en fait, c'est assez enthousiasmant quand on y pense. On doit tout réinventer, tout remettre sur la table, tout déconstruire. Déconstruire, ça ne veut pas dire détruire. Parce que dans nos valeurs, il y a des choses qui sont très bonnes. Le fait qu'on n'ait pas le droit de torturer les enfants, personnellement, je trouve ça bien. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut tout revoir. Mais il faut au moins s'interroger sur tout, mettre un peu les choses à plat. Et on est exactement à l'opposé de ça en ce moment. Exactement à l'opposé. Vous avez vu notre niveau de mépris pour toutes les formes culturelles qui ne sont pas les nôtres. Même au sein de notre race, de notre espèce, au sein de l'humanité. Vous avez vu comment nous méprisons, nous réifions, nous dénigrons les croyances culturelles, religieuses, spirituelles, scientifiques, tout ce que vous voulez qui ne sont pas exactement les nôtres. Nous sommes arrivés à une sorte de monogamie intellectuelle qui confine à la folie. Ça, c'est sûr, on ne pourra plus le tenir. Je vais dire de façon paradoxale. Voilà, de façon paradoxale, la bonne nouvelle, c'est la fin du monde. Parce que la fin du monde, c'est pas la fin du réel, c'est pas la fin de la vie. Il n'y a aucun doute que la vie et beaucoup de choses vont perdurer. Mais le monde, mundus en latin comme cosmos en grec, ça réfère à l'idée d'une harmonie et d'une unité cosmique globale. Ça, c'est perdu. Mais c'est peut-être perdu pour le meilleur, parce que ça veut dire que nous avons à réinventer une sorte d'enthousiasme et peut-être même de démiurgie ou de dithyrambe dionysiaque à l'intérieur d'un monde diffracté, d'un monde archipélisé, d'un monde créolisé. Et c'est pas simplement un désir de chevelu un peu farfelu, ce que je vous dis là. C'est la condition de possibilité d'un avenir. Donc, c'est quand même plutôt excitant, en fait. La résilience de notre système est telle que même ces mots sont galvaudés. Quand on voit que disruptif est dans la bouche de tous les ministres, ça me fait de la peine. Un peu comme Deleuze, qui était si triste de voir que le mot créatif a été réapproprié par la publicité. Donc il faut en permanence qu'on réinvente de nouveaux mots pour leur dire mais c'est pas du tout ça qu'on veut dire. C'est le contraire de ça qu'on veut dire. Donc je crois que le président de la République a appelé un livre qu'il a appelé Révolution. Non, c'est pas du tout ça qu'on veut dire par révolution. Donc, je ne sais plus les mots qu'il faut employer, mais soyons poètes, trouvons-les et faisons-le.